Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Média, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique, le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Baïdi Haribo dans un instant sur cette antenne, il est secrétaire exécutif de l'UFR. La rencontre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, scruté du côté de l'UFR. Baïdi Haribo, il va s'exprimer dans un instant sur cette antenne. On s'intéressera également, je vous l'ai dit, on va faire une virée sous la croisette au Festival de Cannes pour aller découvrir ce film, La vie en grand, qui met donc en apothéose un jeune adolescent guinéen de 14 ans. Il vit avec sa mère du côté de Paris, en banlieue parisienne. Il a connu l'échec scolaire, même si il était un élève promoteur. Mohamed Lamine Guirassi, manager du Jeune Adama, il sera dans cette émission pour nous expliquer un peu les contours de ce film. Et puis, si le temps le permet, on fera un détour du côté de la Blue Zone avec ce blog camp qui a lieu avec cette association Ablogui. Et c'est Fodé Sanikaï Kouyaté, président par intérim de cette association, qui va s'y coller. Donc, un petit coup d'œil sur vos SMS reçus au GG 8037. Pour le moment, ça bouge pas beaucoup. Yvan Prince Diallo, bonjour. Les GG, sachez que nous, on ne croit pas à Ebola depuis le début. C'est un mensonge. Vous les journalistes, vous ne connaissez rien car vous êtes là à défendre. Ce message n'est pas achevé. Alors, cet autre message. Salut. Il va continuer à ne pas croire parce qu'il n'est pas frappé par la loi. Bien sûr. Non, mais c'est important. On va revenir là-dessus. C'est grave. Vous voyez, c'est l'Ebola inconscience tout simplement. Et cet autre message. Salut les GG. Moi, je crois que l'heure n'est plus au caressement, il le dit. On doit laisser place au bâton pour finir avec l'épidémie. C'est un message signé d'Antoine Auguste depuis Coloma. C'est autre message. Bonjour les GG, sachez qu'on ne croit pas. Donc c'est une répétition. C'est autre message. Comment Ebola va partir quand on donne qu'il est parrain par ceux qui font semblant de lutter contre lui. C'est Aliou Goodboy Diallo qui signe ce message depuis Bomboli. Ce dernier message, comment Ebola, c'est une répétition encore. Bonjour, c'est à Baguissa. La rencontre d'hier, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. C'est la perte de temps. Il n'y aura aucune suite. Il le dit. Allez-y, Orbi. J'ai pas retenu le nom de cet auditeur qui a quand même envoyé ce texto grave. Parce que je veux dire que c'est lui certainement qui se perd. Et voilà, ce sont eux qui sont dangereux. C'est assez grave. Ce genre de communication est dangereux quand vous dites que Ebola, je ne sais quoi, et que nous, on connaît rien, etc. Je dis que c'est grave. S'il ne participe pas à la sensibilisation dans la lutte contre Ebola, le mieux pour lui, c'est de se taire. Baïdi Haribo en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Baïdi Haribo, bonjour. Oui, bonjour. Avant de parler, je me le permets, de la crise politique, parlons de la crise sanitaire. Rapidement, votre avis sur cette recrudescence du virus maudit dans notre pays. Mais il fallait s'attendre. Parce que, en fait, le problème, il est multidimensionnel. Il est lié à la fois
à la mauvaise stratégie des autorités dans la lutte contre Ebola, et puis mieux aussi le fait que ces derniers temps, on a constaté que les gens ont fait en sorte que Ebola ne soit pas le problème réel. Par exemple, des missions de sensibilisation, et que ça soit toujours sur le fond de politique qu'on fait passer le titre Ebola. La dernière fois, j'ai vu le Premier ministre et la coordinatrice du RPG dans leur sensibilisation sur Ebola en Basse-Guinée. Ils parlent 2 minutes d'Ebola. Tout le reste, c'est pour la réélection du président Alpha Condé. Alors, comment vous voulez que les choses marchent pour lutter contre cette épidémie? Dans la mesure où on a tout politisé. Là est le vrai problème. Alors, Monsieur Baïdi, on se souvient qu'en octobre 2014, si ma mémoire est bonne, l'opposition, notamment l'UFR, avait demandé le vote d'une résolution à l'Assemblée nationale qui a été refusée par l'autre parti. Vous pensez que ça a été une erreur et vous pensez qu'aujourd'hui il faut légiférer sur les comportements qui tendent à encourager la propagation de cette maladie-là? Oui, mais non, il n'y a même pas eu de refus, il y a eu vote. Mais le problème, c'est que comme ça venait de l'UFR, eh bien, la majorité présidentielle n'a pas voulu que ça s'applique. Parce que l'UFR est parti d'opposition. Oui, mais rappelez-nous, que disait cette résolution, Baïdi? Non, la résolution prenait des engagements assez forts par rapport à la mobilisation, à la sensibilisation et vraiment à la mise en place des moyens qu'il fallait par rapport à la lutte contre Ebola. Ouais. Et c'était bien spécifié qu'on était dans le domaine de la crise sanitaire et qu'il fallait vraiment prendre des mesures qui s'imposaient. Alors aujourd'hui, ça laissait lettre pour des raisons que nous-mêmes nous ignorons, alors que l'Assemblée a voté. Bien. Monsieur Baïdi, venons-en maintenant à l'actualité politique marquée récemment par le tête-à-tête entre Cellou et le président Alpha Condé. Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de cette rencontre? Mais pour moi, c'est une rencontre qu'il fallait faire très tôt. Mais c'est venu en retard. Ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Bon, je salue d'abord la rencontre. Mais je pense que cette rencontre devrait aboutir à la décrispation de la crise politique actuelle. Mais donc j'ai l'impression que, au-delà de tout ce qu'on dit, après cette rencontre, c'est que le chef d'État a son agenda qui ne rentre pas dans l'agenda du dialogue. Sinon, il ne peut pas dire qu'il faut alors contester la mouvance, alors que déjà il a reçu Nantou Chérif, qui était la coordinatrice du RPG, qui représentait la mouvance, et qui nous a dit que le président lui a donné des instructions nécessaires. Alors aujourd'hui, pour moi, cette étape ne devrait pas permettre à Alpha de dire à Cellou ce qu'il attend de l'opposition et quelles sont les pistes à explorer par rapport à la sortie de crise. Alors rien n'a été, je crois qu'il veut utiliser le temps contre nous et puis nous amener directement vers les présidentielles sans qu'il y ait un compromis par rapport au préalable que l'opposition a posé. Alors monsieur Baïdi Haribo, contrairement aux expériences précédentes, on a vu un président de la République qui a écouté, qui a pris son temps pour écouter M. Cellou Dalein Diallo et qui a promis, après consultation de son camp, lui-même qu'il réfléchirait et qu'il vous donnerait son avis. Vous trouvez que tout cela n'est pas rassurant? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas rassurant. C'est-à-dire quand on est dans une situation de crise où vraiment tout le pays est suspendu à une telle rencontre, où l'opinion a un regard sur une sortie de crise. Je pense qu'avant de recevoir le chef de file de l'opposition, le chef de l'État devrait avoir des propositions concrètes pour leur dire, bon, écoutez, j'ai écouté la dernière fois, par exemple, la mouvance. J'ai consulté mon gouvernement. Face à cette situation, je veux que vous allez au dialogue. Mais je veux que vous explorez des pistes dans le sens de sortie de crise. Voilà ce que je pense du problème. En ce moment, on aurait permis quand même aux partis de réfléchir
sur les différents paramètres qui devraient nous permettre d'aller vite vers le dialogue. Mais en disant qu'il va écouter les autres, alors qu'il les a déjà écoutés, moi je pense que c'est une stratégie qui consiste à mettre l'opposition dans la cage et puis jouer le temps contre l'opposition. D'accord, alors une Voilà. stratégie pour jouer à la Contre carte donc, l'opposition. de l'heure. Alors, est-ce que vous faites déjà de toutes les façons un petit film dans votre tête pour vous? Ben, le président est en train de perdre le temps. Et vous êtes réunis déjà ou quelle est la stratégie que vous souhaitez donc aborder? Et il y a une rencontre de voilà, l'opposition qui est prévue voilà, lundi. ces derniers temps. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que le président Sélou nous a fait le compte rendu Oui, c'est ce qu'on dit. De sa rencontre avec. de sa rencontre. Ouais. Maintenant, nous avons décidé d'attendre peut-être qu'à partir de lundi, mais s'il n'y a pas de suite, on va se rencontrer pour tirer les leçons et puis donner la suite aux événements à venir. Ah, vous voulez nous dire que vous voulez un résultat quel du schéma, président, vous voulez un ouais. résultat du président au plus tard le lundi, c'est cela? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on va se réunir pour prendre les mesures qui doivent s'imposer pour les événements à venir, c'est tout. Alors Je récemment, ne veux on pas parlait dire de... qu'on est en train de dire au président que d'ici lundi, il ne faut pas nous amener à ça. Récemment, on parlait de bataille ou de combat de guéguerre entre l'UFA et l'UFDG. Est-ce que vous avez eu vent de ces différentes prises de position sur le statut réel du chef de file de l'opposition à l'occasion de la rencontre avec le chef de l'État? Est-ce que vous avez lavé le linge sale en famille? Non, l'unité ne veut pas dire l'unanimité. Si vraiment qu'il y a des problèmes qui se posent au sein de l'opposition et qu'on discute entre nous, puis qu'on recadre les choses, il ne faut pas que les gens pensent que nous faisons de la guerre. Nous ne faisons pas de la guerre. On est unis et puis mieux que ça, et puis ça arrive aussi dans une famille. On peut ne pas être d'accord sur une stratégie. Vous le dites peut-être, monsieur Baïdi Haribo, mais l'UFR en était venu à dire que monsieur Cellou Dalein Diallo parlerait au nom de son parti, pas au nom de toute l'opposition. On s'étonne tout de même que ce matin, vous semblez convenir avec la démarche du président de l'UFDG. Je pense que vous n'avez pris que cette phrase sensationnelle qui veut dire que ne parlera pas ça. On a entendu le porte-parole de l'UFR dire ici il devrait prendre en considération. Non mais... Et les sensationnels, c'est de vous que nous l'avons, monsieur Baïdi. En tout cas, Ouais, mais nous ne sommes pas dans ça. Et puis pour moi, vraiment, ce n'est pas l'objet d'un débat. Bien. Ça, c'est des trucs épidermiques, ça. Nous voulons... Alors, en dernier ressort, honorable, à quoi peut-on s'attendre lundi si jamais vous vous réunissez et que vous fassiez le constat que le président Alpha Condé est en train de jouer la montre et donc n'est pas dans une optique à aller vers un véritable dialogue? Est-ce qu'on va s'attendre à une reprise de vos manifestations? Ben, on décidera lundi. Bien. Donc là, vous allez attendre lundi. Tout simplement. C'était Honorable Baïdi Haribo. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, on fait un détour du côté de Cannes pour aller découvrir donc ce film La vie en grand qui donc qui met en grande affiche, plutôt en apesanteur, j'y arrive. Et ce jeune adolescent guinéen de 14 ans, Adama, qui vit avec sa mère en banlieue parisienne. Moussa Moïse, vous avez pris vent de ce film? Non, rapidement, parce que c'est d'abord souligner qu'il s'agit quand même de la vie de deux... Je ne passe pas. Il s'agit de la vie de deux adolescents, donc fils d'émigrés. Ils ont été donc, on a un peu dépeint leurs conditions de vie parce qu'ils sont enfants d'immigrés. Ouais. Donc prédestinés déjà à un avenir sombre. Mais le réalisateur essaye de créer, bien sûr par la magie du cinéma, une certaine luminosité dans leur avenir en mettant ces jeunes dans un environnement où ils se battent pour leur réussite. Je pense que ce sont deux frères. Mohamed Lamine Guirassi est déjà en ligne. Deux frères. Il est mieux placé, Moussa Moïse, pour nous expliquer tout ça. Mohamed Lamine Guirassi en direct. Les grandes gueules. Monsieur Guirassi, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. La vie en grand. Tout d'abord, le concept du film. Vous ne pouvez pas vous manquer là-dessus quand même. Il voulait dire la vie en rose. Il est déjà dans son week-end. Mais on le suit. Voilà, monsieur Guirassi, nous voulons vous écouter sur le concept du film La vie en grand. Oui, bon, en fait, c'est un film qui a été produit par Bruno Naon, Olivier Nakache et Roque Lodano. Ouais. Et La vie en grand, c'est
l'histoire de deux petits, qui s'appelle Adama, son pote qui s'appelle Mamadou. Et ils vivent, en fait, Adama vit dans une cité en région parisienne avec sa mère. Ouais. Et il y a ses parents qui sont séparés. Et, c'est l'histoire de deux jeunes qui se mettent en fait à vendre de la drogue et ensuite qui s'en sortent par rapport aux études, quoi, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire qui retrace un peu une réalité récurrente au niveau des immigrants en Europe? Et surtout, quelle a été votre motivation? Malamine. Allô? Je pense qu'on l'a perdu. Hein. Moussa Moïse qui va continuer donc à nous expliquer, à nous parler de ce film. Non, pour dire d'abord que c'est quand même deux frères. On va tenter de le rappeler. Deux frères du Turbo Lamine Guirassy. Ça veut dire que dans la famille Guirassy, chacun a sa passion. Certains ont un faible pour le 7e art et d'autres pour le crachoir. Je pense que le film, déjà, le retour des critiques, c'est quand même un retour assez positif. Ouais. Parce que le jeune Balamine, ceux qui auront la chance, bien entendu, de voir le film plus tard, ils se rendront compte que c'est un jeune garçon, très petit, qui a été peut-être choisi parce qu'il n'a pas du tout froid aux yeux, parce qu'on l'a côtoyé. Il a 14 ans. Oui, 14 ans. Et donc, ils essayent donc de prouver que malgré qu'ils soient fils d'immigrés, ils peuvent réussir. Parce que tout ce qui concerne les immigrés, on parle d'échecs scolaires, on parle également de banditisme, on parle aussi de tous les maux de la société sont donc versés sur ces enfants d'immigrés. Ouais. Mais pour une fois, on essaye de voir les choses de façon positive, c'est-à-dire montrer des jeunes qui ne sont pas du tout défaitistes, qui se battent pour sortir, bien entendu. Du côté de la critique, vous l'avez rappelé, donc une bonne réception, mais aussi dans les médias, on a vu un peu que c'est un film qui a fait la une. Il y a du talent. Regardez, il y a du talent guinéen disséminé à travers le monde. Et c'est l'occasion pour moi, ici, en parlant de ceci, d'interpeller le ministère de la Culture, notamment le ministre de la Culture. Vous n'allez pas réveiller ça quand même, Roby. Pour lui dire, mais c'est important de lui dire, voilà la tâche ou les tâches auxquelles il devrait s'appesantir. Faire la promotion de ces jeunes Guinéens qui brillent à travers le monde. Il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres. Je connais un autre qui fait dans le spectacle. Il y en a plein dans le monde entier qui travaillent dans l'ombre, qui sont représentés, qui sont guinéens, mais qui représentent finalement d'autres pays à d'autres événements culturels. Je veux dire que c'est grave. Faire la politique, c'est bien, mais il y a bien d'autres choses à faire. Allez-y, Tabar. Ce serait intéressant de l'écouter sur son positionnement par rapport au phénomène de l'immigration. Malheureusement, on l'a perdu, on n'a plus à le joindre. Oui. Ce serait, donc, comme je le disais, ce serait important de l'entendre sur sa position, la position du film par rapport à l'immigration, parce que c'est quand même le phénomène qui est évoqué à l'intérieur. D'un côté, on a des gens qui sont contre le phénomène de l'immigration, avec toutes les conséquences, beaucoup d'autres cinémas qui évoquent les difficultés liées à cela, et la faible proportion de réussite liée au phénomène de l'immigration, et lui qui présente un autre qui réussit tout de même à faire quelque chose, à devenir, comme on dit, quelqu'un dans cet espace-là. Ce serait donc super de l'entendre sur les motivations à produire un tel film. Bien. Et surtout les raisons du succès pour s'inscrire au Festival de Cannes. Bien, un petit mot pour clore, Ahmed. De toutes les façons, c'est une réalité. C'est pourquoi je tentais de poser cette question à celui qu'on avait tout de suite. Mais ce qui restait clair, c'est que en général, les familles d'immigrés sont confrontées à ce genre de situation. Donc je pense que c'est une manière de relater un peu la situation de ces différentes familles pour permettre à ceux qui sont en Afrique de comprendre un peu ce qui les attend sur place. C'est pour dire que forcément, c'est pas l'Eldorado. Ouais. Et en général, ce qu'il faut remarquer, c'est que les enfants d'immigrés ne continuent pas les études. Ouais. En général, ils arrêtent en cours de chemin. Et je pense que c'est quand même grave. Mais actuellement, je pense qu'un certain nombre de groupes sont en train de tirer leur épingle du jeu, notamment comme ce jeune Balamine. Vous avez également des artistes comme Black M. Vous avez également des footballeurs comme la famille Pogba. Ils sont plusieurs. Je pense que ce sont des gens aujourd'hui. C'est des exemples à suivre. Ce sont des exemples à suivre qui sont en train de vendre l'image de la Guinée. Ce ne sont pas forcément que des Guinéens. Vous avez d'autres Africains, notamment des Ivoiriens, des Sénégalais aussi, qui font la fierté de leur pays d'origine. On s'intéresse à présent à ce bloc camp qui a lieu du côté de la Blue Zone. Fodé Sanikaï Kouyaté en direct. Les grandes gueules. Fodé Sanikaï, bonjour.
Bonjour toute l'équipe de Grande Gueule. Alors, Ablogui, association des blogueurs de Guinée, dont vous êtes le président par intérim, organise un atelier de formation qui débute demain samedi. Un atelier intitulé Blocamp. Parlez-nous du concept Blocamp. Bon, le Blocamp est une rencontre informelle des blogueurs pour des échanges, pour échanger des idées, partager des astuces et se donner des conseils sur tout ce qui concerne l'aspect technique et rédactionnel de leur blog. Et maintenant, en ce qui concerne le nôtre, qu'on nous avons appelé le Blocamp 224, nous avons légèrement désobéi à ce mode d'organisation habituel en l'ouvrant aux jeunes passionnés par cette activité, mais qui ne savent pas par où et comment débuter. Ouais. Donc, il y a combien de blogueurs, ou je sais pas, c'est peut-être un peu difficile les statistiques. Il y a combien de blogueurs en Guinée et quel est l'impact finalement de leur activité, du blogging. Bon, écoutez, me demander l'impact, c'est comme si vous me demandez l'impact des journalistes sur la société ou sur la Guinée en tout entière. Donc, non. En fait, il pose la question, je comprends bien, Roby, parce que le concept de blogging c'est mal connu en Guinée. Oui, justement, c'est dans cette logique que notre démarche s'inscrit et nous avons commencé à répertorier les blogueurs guinéens à travers le monde et nous sommes actuellement une 60aine de blogueurs qui sont à présent présents ici et un peu partout à travers le monde. Donc, c'est pour venir à ce Blocamp, ça vise justement à intéresser d'autres jeunes à cette formation, à cette activité. Donc, l'intérêt pour ces nouveaux blogueurs qui vont nous rejoindre est que non seulement ils vont pouvoir créer et animer leur propre blog, mais aussi ils vont intégrer ce réseau de web activistes. Fodé Sanikaï, on sait que plusieurs personnalités de haut rang prendront part à cet atelier de formation. Vous avez choisi comme critère de sélection la proactivité sur la toile et vos invités vous répondent sur la toile. Mais est-ce que tous les invités se sont soumis à ce test? Oui, justement, par rapport au Blocamp, il y a deux étapes. La première étape, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de la deuxième étape, la première étape, c'est justement cette plénière qui va être consacrée aux échanges avec nos invités. Donc, nous avons invité des services spécialisés, des départements, des personnalités politiques, notamment un député et un ministre, que nous estimons être très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, par rapport à cela, nous avons invité un député, en l'occurrence... Bien, monsieur Kouyaté, on est malheureusement pris par le temps. Et ce Blocamp, ça dure combien de temps? C'est tout le week-end? Oui, ça va durer que la seule journée de demain et les autres invités ont confirmé. Nous attendons la confirmation du ministre des Technologies de l'Information et de la Communication. Merci en tout cas, Kouyaté, merci d'être intervenu donc dans cette émission et certainement que ça va susciter beaucoup d'engouement chez les jeunes qui sont peut-être tentés de faire du chemin dans ce sens. On poursuit l'émission dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et on fait le tour. Quelques sujets qui sont en préparation, des affaires courantes, des dossiers que vous suivez forcément, Mohamed Djibril. On reviendra certainement sur la recrudescence du virus Ebola, certainement la semaine prochaine. Pour parler surtout de Forikaria. Pourquoi pas de cette campagne de ratissage. De cette campagne de ratissage porte à porte du côté de Forikaria. On aura, Robim l'annonçait hier, on aura très prochainement un responsable de l'OMS pour parler justement de cette épidémie. On risque d'instaurer le passeport pour Abaka, pour Forikaria bientôt. Mais non, mais ce qu'il faut, Conakry, il pleut, ça redevient sale, très sale. Bien. Monsieur Soriba Sorel, Conakry est sale. Bien.
Ça veut tout dire. Hein. Les couleurs sont annoncées. Allez-y. Deux nouveaux sujets sur lesquels nous reviendrons à partir de la semaine prochaine. Ouais. C'est le premier, c'est celui dont nous avons parlé toute cette semaine. L'OGC. Des chargeurs. Ouais. Il y a du mal. Il y a aussi la société navale guinéenne. Il faut le soigner. Et de l'autre côté, il y a cet autre sujet du temps du président général Lansana Conté. Des bâtiments ont été construits. Certains bâtiments à titre de logements sociaux. Aujourd'hui, un groupuscule de personnes se fait toute une fortune sur cet argent-là. Comment est-ce qu'il est géré? À qui est-ce qu'il profite? Ce sera l'objet de la prochaine enquête. Bien. Moussa Moïse, inspecteur Colombo, on n'a plus que 30 secondes. Nous irons en mer la semaine prochaine. Inch'Allah, nous irons en mer pour parce que les bateaux chinois qui siphonnent nos eaux, c'est pas croyable. Ça continue de plus belle. Il y a eu un rapport là-dessus. Je pense que c'est un monde assez fou. Des détails la semaine prochaine. La semaine prochaine, très rapidement, Ahmed, pour clore. Écoutez, je pense que c'est pour parler de Kalita la semaine prochaine. Parce que ce n'est qu'une question d'heure maintenant. Parce qu'on nous parle de la fin de ce mois. Et déjà dans les quartiers. Il y a une amélioration. Oui. Mais est-ce que c'est Kalita? C'est pas sûr. C'est K-Énergie. Écoutez, K-Énergie ou quoi énergie, je n'en sais rien. Je vous dis que la question de Kalita, de toutes les façons, c'est pour une question. Moi, je ne dirais pas de jour. C'est une question d'heure maintenant. Que ce soit K-Énergie ou quoi, de toutes les façons, il y a l'électricité pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Bien. Attendons de voir. La semaine prochaine, on en saura plus. Bien, nous atteignons enfin la ligne d'arrivée de cette émission. Ibrahima Prince Diallo l'a réalisé du côté de la radio. C'est vrai, il faut le remercier. Il a été très large ce matin en termes de temps. C'est quelqu'un qui est très avare généralement. Merci à toute l'équipe de cadrage. Djibril Kamara, Kamé Fanyi du côté de l'enfant de Forekaria. Merci également à Ibrahima Souma. Merci à toute l'équipe de GG. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez depuis Mamou. On se reprend lundi pour poursuivre l'aventure. Portez-vous bien, au revoir.